donc bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Vacher, expert de justice. Alors d'abord, pour replacer un peu le contexte, moi j'ai fait, avant de faire des expertises de pôle social, j'ai fait quasiment 10 ans d'expertise. Après 10 ans de droit commun, j'ai attaqué depuis 2 ans des expertises de pôle social et j'avoue que c'est un peu compliqué de switcher de l'un à l'autre. Donc c'est effectivement un des éléments, enfin le plus gros élément, je pense qu'on va aborder dans notre partie aujourd'hui. Et je vais commencer par laisser la parole à Maître Covio. La première question, c'est faut-il aller à l'expertise? C'était assez symptomatique tout au long de la journée. Certains disent est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller. J'ai pas osé demander la question au confrère qui m'a précédé devant le CPH, par exemple, parce que notre sujet est vraiment sur la réparation en matière sociale. Demande-t-on une expertise en matière de harcèlement? Demande-t-on une expertise médicale? La question pourrait se poser. À titre personnel, j'en ai jamais vu, mais c'est vrai qu'on reste en principe de la réparation intégrale. Alors, les grandes problématiques ont déjà été abordées. Il y a le problème effectivement du délai. Et puis il y a le problème de la réparation intégrale. Est-ce qu'on demande une réparation forfaitaire en se disant préjudice moral et on ne demande rien d'autre? Est-ce qu'on demande une expertise médicale quand bien même il ne s'agit que de harcèlement moral ou de préjudice dit moral, qui peut d'ailleurs être des souffrances psychologiques qui vont donner un DFP? Alors, moi, la réponse que je vais donner, c'est une réponse de civiliste qui fait du dommage corporel. À partir du moment où il y a des dommages corporels, je demande de façon systématique une expertise en médicale afin de chiffrer les préjudices. Mais j'entends bien, et j'ai bien entendu au cours de la journée, que manifestement, il y a des approches qui sont tout à fait différentes et que dans certains dossiers, je l'ai vu tout à l'heure avec, notamment la consoeur qui nous expliquait ses pratiques, on nous a indiqué que, pour elle, il y avait un certain nombre de préjudices dans lesquels elle ne le demandait pas. Alors, en ce qui me concerne, je considère qu'en matière de préjudice corporel, chiffrer sans demander une expertise, c'est mal réparer la victime, puisqu'on fait la réparation forfaitaire et sur la base, mais on va y revenir, sur la base de barèmes qui sont pas forcément adaptés sur les postes de préjudice qui sont les siens. On va peut-être passer à la mission et je vous laisse la main. On va essayer de se repasser, voilà, pour essayer de vous endormir, parce que sinon, si on fait un cours ex abrupto, on va vous achever. Donc, on va essayer de, voilà, ça sera peut-être un peu interactif. Je rebondirai peut-être juste sur la question de l'expertise ou non. Effectivement, il y a certaines situations qui, pour nous, sont compliquées, voire inévaluables. Donc, c'est vrai que dans certains dossiers, dans certaines situations, faire une indemnisation au forfait, je pense c'est beaucoup plus simple parce que même nous, si on commence à rentrer dans le détail, à essayer d'évaluer poste par poste, je pense que médicalement, on n'a pas forcément tous les arguments, on est un peu pris en défaut et on se retrouve avec des expertises qui sont un peu bancales, des conclusions qui sont pas forcément exploitables et parfois même, c'est presque préjudiciable à la victime. Alors là, pour le coup, je sors du côté pôle social, mais je vous prends un exemple que j'ai assez régulièrement en dommages corporels, c'est faire une expertise d'évaluation des dommages corporels sur certaines victimes de viol. Arriver à faire une évaluation, un chiffrage du retentissement, c'est un coup d'un certain côté déjà fâcher la victime et finalement ne pas forcément arriver à une bonne évaluation et une bonne indemnisation. Voilà, mais ça c'était un exemple parallèle qui est un peu plus parlant en tout cas pour moi. Du coup on passe à la mission effectivement. Alors oui, la question de la mission, alors en se concertant, on a comparé les missions qu'on avait des différents tribunaux. Alors c'est très variable. On n'a pas du tout les mêmes missions en fonction des cours et en fonction des tribunaux. Il y a effectivement la grande question, mais on va revenir dessus, sur l'imputabilité. Je pense que je vais vous laisser débuter, je prendrai la main après. Il y a la question de la date de consolidation qui se pose. Il y a la question de la détermination des postes de préjudice. Donc, dans l'émission, on a des choses qui sont très différentes. Donc voilà. Donc, alors moi, à titre personnel, je considère que plus la mission est précise, et mieux c'est. Je m'aperçois aussi que parfois la mission, elle est précise, mais comme il n'y a pas de clause générale d'examen, parfois on est un petit peu engoncé, on est serré aux emmanchures, et puis il y a des choses qu'on voudrait dire et puis on ne pourrait pas dire. Il y a des éléments qui qui demandent une appréciation médico-légale qui, pour moi, n'en sont pas du tout. Typiquement, la perte de promotion professionnelle. Quand je regarde les arrêts de la deuxième chambre civile, je vois pas bien pourquoi il y a une appréciation médico-légale à ce poste-là. Donc voilà. Donc il y a une vraie question sur les missions, mais là, je vais laisser le praticien montrer sa pratique. Voilà.
Oui, donc sur l'émission, effectivement, en comparant, on a quand même des variabilités. On n'a pas forcément la même formulation, on n'a pas forcément les mêmes postes non plus. C'est-à-dire que si on prend la mission d'un TIAC qui relève tous les postes, et ben dans les pôles sociaux, on a des variations, on va dire, entre chaque mission. Même moi, là, du coup, en regardant avec Maître Covio, je me suis rendu compte qu'entre Villefranche et Lyon, pourtant on n'est pas très très loin géographiquement, et ben on a des postes en plus, des postes en moins, des formulations différentes, donc des interprétations différentes, donc des réponses différentes. Ça, c'est déjà le premier point. Concernant l'imputabilité, effectivement, alors moi, je vous donne mon ressenti, ce n'est qu'un ressenti personnel par rapport aux expertises de pôle social. Je trouve qu'on a un peu l'impression d'être pris au piège ou pris à partie parce qu'effectivement, on n'a pas tous les postes. On a finalement, alors jusqu'à maintenant, on avait le DFP qui était déjà fixé, la date de conso qui était déjà fixée, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas en sortir. Donc déjà, ça nous limitait dans l'évaluation. L'imputabilité de la même manière, c'est-à-dire qu'on sait très bien, alors pour le coup moi je siège aussi en commission médicale de recours amiable, donc régulièrement je suis en phase intermédiaire avec des médecins de sécurité sociale et quand je discute avec eux des expertises qui ont pu avoir lieu avant ou des examens qui ont pu avoir lieu avant, on se rend compte que dans certains AT, ils ont pris en AT des pathologies ou des lésions qui en réalité, n'avaient aucun lien avec l'AT initial, mais on se retrouve pris au piège parce que la lésion a été reconnue en AT par la Sécu. Donc moi, en judiciaire, quand j'arrive au pôle social, eh ben, je suis obligé de le prendre parce que ça a été pris par la Sécu en AT, alors qu'en fait, je suis pas d'accord. Donc en fait, on me fait cautionner quelque chose pour lequel je suis pas d'accord. Alors le médecin de Sécu, entre guillemets, étant dans l'administration se protéger entre guillemets par son institution, il fait des erreurs ou il en fait pas, c'est son problème et c'est surtout le problème de l'administration. Moi, si derrière j'arrive en judiciaire pour valider ou invalider ce genre de choses, je suis obligé de prendre une protection juridique et une responsabilité professionnelle parce que derrière, effectivement, je valide des imputabilités auxquelles je ne crois pas forcément. Donc déjà, j'ai ce problème-là sur les bilans lésionnels. Et puis pareil, de manière globale, le bilan lésionnel, il est déjà fixé. Et puis à moi de me débrouiller avec ça et de fixer des taux et des postes de préjudice en fonction d'éléments que je ne maîtrise pas, finalement. Donc on me demande mon avis en mon âme et conscience, mais en me demandant de faire un peu abstraction de ma conscience. C'est un peu le ressenti que j'ai sur ces expertises de pôle social. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Oui, alors moi je vais revenir, je vais prendre un exemple sur une mission que j'ai regardée, une décision de Pontoise, donc c'est la question de la présomption de l'imputabilité, donc je me suis dit tiens, je vais quand même vérifier ce que dit la mission. La mission précise de façon extrêmement claire, interroge l'expert, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident. Donc voilà, j'ai pensé à votre intervention de tout à l'heure dans laquelle vous indiquiez, voilà, donc on est pôle social, 18 septembre 2020, une décision du TJ de Pontoise. Donc, on n'est pas du tout sur une présomption d'imputabilité qui devrait exister. Alors, j'ai pas eu de difficulté dans ce dossier-là parce que c'était pas discuté, parce que l'expertise, l'assurance n'était pas venue et la caisse qui ne vient jamais n'était pas là. Mais c'est vrai que là, la présomption d'imputabilité, on lui dit adieu. Je remercie Marie Mesquem pour son intervention frappée au coin du bon sens tout à l'heure et qui a posé toutes les problématiques que j'aurais dû développer devant vous, mais qui a effectivement déjà été abordé, donc je vais pas revenir dessus. Alors moi, en tant que civiliste, je suis un peu bête. Je reviens toujours aux fondamentaux. C'est les bonnes pratiques. La présomption fait partie des modes de preuve dans le code civil. Donc à partir du moment où la présomption est poussée, moi je dis que la preuve est apportée et que on est éventuellement sur un renversement de la charge de la preuve. Voilà. Mais on n'est jamais sur une remise en cause sèche de l'imputabilité. À mon avis, en fonction des textes actuellement et en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation, je ne vois pas pourquoi on reviendrait sur la présomption d'imputabilité, sachant quand même que ça reste une preuve. Donc, évidemment, on peut toujours revenir dessus éventuellement, si tant est que il y a un contradicteur qui la rapporte. Il me semble que c'est le préalable. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas eu de difficulté, mais l'arrêt du 20 janvier 2023 est quand même très récent. J'ai effectivement eu déjà des expertises sur des DFP. Bon, on va revenir dessus peut-être poste par poste sur chacun des postes. Et je n'ai pas eu de remise en cause de l'imputabilité. Mais en revanche, ce que j'observe dans l'émission, c'est qu'en fonction des différentes juridictions, manifestement, et depuis 2020, la présomption d'imputabilité a déjà disparu de certains tribunaux, ce que je ne peux que regretter. Voilà. Et pour le coup, elle a disparu peut-être de certains tribunaux, mais moi, ça m'est déjà arrivé en expertise qu'elle soit remise en question. Donc,
pour le coup, j'ai réussi à moyenner en fixant mon DFP, puisque maintenant c'est sur les DFP à fixer. Donc j'ai réussi à fixer un DFP tout en mettant en observation que on pouvait s'interroger sur l'imputabilité réelle de telles lésions aux faits générateurs, mais que dans la mesure où on nous demande pas de le remettre en question, je le remettais pas en question. Enfin, voilà. Ah ben, peut-être, mais après, l'avantage, c'est qu'au moins, je laisse la main au magistrat. Moi, je suis juste un élément qui apporte des éléments. Enfin, c'est théoriquement, mon rapport, il n'est que informatif et il fait pas parole. Enfin, c'est pas parole d'évangile pour le magistrat. Donc, s'il est d'accord avec moi, et ben, il retient ou il retient pas, et inversement. Donc, au moins, je pose le raisonnement médical, et après, c'est le côté juridique qui prend le relais et qui dit bon, bah là, de toute façon, le bilan lésionnel, l'imputabilité, on peut pas revenir dessus, donc on le prend tel que c'est, et on oublie les observations du docteur Vacher. Et à l'inverse, si on commence à le remettre en question, ça part en discussion juridique. Alors, je suis pas méchant, j'essaye juste d'être le plus honnête, on va dire, possible dans les conclusions. Par contre, déjà, le fait qu'on ait récupéré, entre guillemets, l'évaluation du DFP nous permet quand même d'avoir une évaluation et surtout un intérêt médico-légal, parce que, pareil, on en discutait tout à l'heure avec Maître Covio, mais pour moi, médecin légiste qui trouve un certain intérêt à prendre un dossier dans son intégralité, du bilan lésionnel initial jusqu'au bilan séquelaire, jusqu'au préjudice sexuel, etc., soit j'ai une vue globale du dossier et j'ai les coups des franches pour évaluer chaque poste honnêtement et sincèrement, soit on met entre guillemets des bâtons dans les roues, et du coup, en fait, ça devient un type d'expertise qui est pas forcément intéressant pour nous, parce que bah, du coup, en fait, on vient juste compléter quelque chose qui a été non complété ou mal complété par le médecin de sécu dans son expertise, et en fait, intellectuellement et médicalement, objectivement, ça représente pas forcément un grand intérêt. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas forcément des expertises qui sont très passionnantes. On reste très fixé sur le barème, on prend, voilà, et c'est pas, il y a aucun raisonnement. De quoi ? Quel barème ? Alors oui, alors voilà, la question c'est quel barème, hein, parce qu'il y a le barème de sécurité sociale. Donc, alors je vous invite à regarder. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention le barème indicatif d'invalidité qui est à l'annexe 1 de l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, qui fait 50 pages. Donc avec lequel je vais en expertise, et que dans lequel il y a une méthodologie qui est décrite avant, qui est extrêmement intéressante, parce que alors elle détermine 4 critères différents pour l'évaluation de l'incapacité permanente. On est bien sur une incapacité permanente. Et le dernier critère, et je trouve que c'est vraiment la preuve qu'il n'est pas du tout adapté et qu'on n'est pas du tout dans l'arrêt du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation, c'est un élément totalement médico-social, puisqu'en réalité, il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Donc, on a une incidence professionnelle directe dans le taux d'incapacité permanente, et il y a un arrêt, alors comme j'ai plein de papiers, j'espère que je vais le retrouver rapidement, mais j'attire votre attention sur l'arrêt du 23 septembre 2021 pour voie 20-10.608, qui a censuré un arrêt de cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte l'obstacle à la réintégration pour la majoration du taux d'incapacité. Donc on est bien sur la détermination d'un taux qui est complètement différent de celui du DFP, et moi je considère à titre personnel que je ne vois pas du tout pourquoi on appliquerait le barème de la sécurité sociale. Alors j'ai bien entendu qu'il y a certaines personnes qu'on a entendues tout à l'heure qui considèrent que le barème de la sécurité sociale est plus intéressant que le déficit fonctionnel permanent, que le barème d'évaluation médico-légale. Alors déjà, il faut savoir lequel. Je vais parler de celui qui est celui de la médecine légale, mais on peut prendre celui de droit commun. On a le même problème. C'est le gros problème des barèmes de droit commun d'évaluation, c'est quel est le barème, vu qu'il n'y a pas de barème en réalité. Donc l'avantage des barèmes indicatifs d'invalidité de la sécurité sociale, c'est qu'il est publié. Les autres, bon, bref. Avec un peu de pratique, on finit quand même par s'en apercevoir. Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais vous donnerez votre appréciation. Moi, j'ai quand même un dossier là qui est quand même assez intéressant, parce que c'était des troubles cognitifs assez importants à la suite d'un traumatisme crânien, et l'expert qui sortait du pôle d'expertise de droit commun, pas du tout de sécurité sociale, a déterminé un DFP qu'on ne lui demandait pas. Ça tombait bien, parce qu'entre-temps, l'arrêt du 20 janvier est tombé, donc je vais profiter de son rapport. Donc, on est passé quand même de 25% de DFP en sécurité sociale à 35% en droit commun, pour la simple et bonne raison que, effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes
les mêmes valeurs, le barème de la sécurité sociale, le barème d'invalidité, des incapacités, c'est un barème du corps laborieux. C'est clairement la main directrice, tout le travail manuel, etc. Alors que dans le barème de droit commun, vous avez des séquelles, notamment tout ce qui est les blessures psychologiques, qui sont intégrées et qui, elles, ont une vraie dimension. Et donc, enfin, moi, un autre exemple typique, par exemple, dans les attentats, il y a un certain nombre de personnes notamment au Stade de France, de victimes qui ont été victimes d'un accident du travail et en même temps d'un attentat. Et donc, la question se posait de savoir la rente, comment la déterminer. Je me suis retrouvée avec un DFP de 2% en rente AT et avec un 12 ou 13% en droit commun. Parce qu'on a des séquelles qui sont psychologiques et dans le cadre de la rente AT, on n'en tient pas du tout compte, alors que, en attentat, évidemment, l'expert psychiatre qui a examiné la victime. Donc, il y a des vraies différences. Alors, je dis pas voilà, la question, c'est pas de faire du shopping, hein, on fait pas son shopping, mais moi, je considère, en tout cas, et dans les dossiers que j'ai eus, il s'est trouvé que le barème d'incapacité fonctionnelle, qui me semble plus adapté et qui, répond quand même à la définition de la Cour de cassation, qui parle d'un déficit fonctionnel permanent, qui n'a pas parlé d'une incapacité permanente, puisque c'est la définition de l'article R434-32. Moi, je considère que ça doit être le barème de droit commun. Alors, je dis pas que, d'un certain côté, il vaut mieux, voilà, chacun fera son beurre, hein, chaque avocat ira défendre les intérêts de son client, mais en tout cas, c'est la... Oui, juste un petit mot quand même, parce qu'il y a quand même un autre élément, c'est que je termine, hein, mais le barème de sécurité sociale fait quand même application de la méthode Balthazar, qui est quand même tombée en désuétude depuis 1965, quand même, avec un bel arrêt publié au Bulletin, même si la Cour de cassation est un peu revenue dessus depuis 2006, mais on a quand même des méthodes d'évaluation qui sont complètement désuètes, donc voilà, et qui, à mon avis, sont un argument supplémentaire pour le déficit fonctionnel de droit commun. Voilà. Alors, pour revenir sur ces taux, donc c'est vrai qu'entre le déficit fonctionnel permanent, l'IPP, le TSP, qui est le taux socio-professionnel, l'incidence pro, entre droit commun et droit de la sécurité sociale, on s'y perd un peu. Alors effectivement, moi jusque-là, j'avais pas trop relevé la discordance, mais c'est vrai que dans le taux d'IPP, on ajoute souvent le TSP, donc le taux socio-professionnel, qui correspond au retentissement. En fait, c'est un équivalent de l'incidence pro, mais qui du coup est intégré dans le... Il y a une part d'incidence pro, il y a l'adaptation de l'activité professionnelle, il y a le licenciement, il y a quand même 2-3 éléments qui intègrent dans les pertes de gains professionnels futurs et qui s'entrecroisent avec l'incidence pro. En tout cas, dans le taux global de la sécurité sociale, il y a une part de professionnel et une part de déficit fonctionnel. Donc c'est vrai que rien que ça, déjà, ça nous perd un petit peu. Ensuite, on rajoute effectivement des barèmes qui sont un petit peu différents. Alors déjà, entre le barème de la Société française de médecine légale, qui est assez fonctionnel, et le barème du concours médical, qui est vraiment appareil par appareil, on vient y rajouter le barème l'arrêt dont parlait Maître Covio sur le code de la sécurité sociale. On se retrouve avec des barèmes où on a des différences qui, prises les unes, enfin une par une, sont pas forcément majeures, mais finalement, quand on fait une évaluation globale, on se retrouve parfois avec des résultats qui sont assez importants. Et ça, c'est le premier point. Et l'autre point, alors ça va pas plaire à Maître Covio, mais je trouve que évaluer d'un côté dans un taux global le TSP et le réévaluer dans l'incidence pro dans un deuxième temps et le réévaluer encore dans les pertes de gains professionnels futurs, et puis éventuellement en rajouter un petit peu dans les souffrances endurées. Donc là, je grossis un peu le trait volontairement, mais du coup, on a quand même l'impression de réévaluer ou de réintégrer ou de remettre plusieurs fois le même préjudice dans plusieurs postes. Je finis. Donc voilà, donc c'est vrai que là, sur ces différents taux, enfin sur ce point-là, en tout cas, qui regroupe à la fois le déficit fonctionnel global et les aspects professionnels, il y a une espèce de flou artistique et on nous demande un petit peu d'arriver à jongler avec. Et là encore, alors souvent, pour le coup, c'est quand même bien d'avoir les avocats qui viennent aux expertises avec leur médecin conseil. Ça permet d'avoir vraiment une discussion contradictoire et surtout d'avoir les apports juridiques de la jurisprudence, parce que je suis médecin légiste, je me forme, c'est sûr, mais je suis pas forcément au fait de toutes les jurisprudences et de toutes les nouveautés, entre guillemets. Par exemple, l'apparition du DFP dans l'émission de Pôle Social, je l'ai appris au cours d'une expertise quand un avocat m'a dit non, mais là, alors vous l'avez pas dans votre mission, mais par contre, il y a un nouveau document qui dit que vous devez nous évaluer le DFP. Donc peut-être que
pour avancer, éviter de revenir vous voir ultérieurement, on peut déjà estimer le DFP ensemble, et c'est là que j'ai appris qu'on pouvait l'évaluer. Mais voilà, donc du coup, on se retrouve quand même dans une situation où c'est bien, d'autant plus dans les pôles sociaux, d'avoir plusieurs cerveaux pour arriver à faire une expertise et une évaluation qui soit assez honnête. Alors, oui, non, juste un mot, c'est sémantique en réalité. Parce que l'incapacité qui est retenue par le Code de la sécurité sociale, l'incapacité, il y a la valeur du travail qui est dedans. Le déficit fonctionnel permanent, on est vraiment sur un déficit fonctionnel. Donc déjà, d'un point de vue sémantique, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est surtout que devant le tribunal de la sécurité sociale, alors vous, en tant qu'expert judiciaire, vous n'y êtes pas confronté, mais on peut pas demander ni la perte de droit à la retraite, ni les pertes de revenus, ni l'incidence professionnelle devant le pôle de la sécurité sociale. Donc en réalité, cette dimension-là est précisément absente du déficit fonctionnel. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est encore plus évident de ne pas l'intégrer, c'est que elle est exclue par nature. C'est-à-dire qu'on a l'interdiction de la demander. Et donc c'est pour ça que je pense que le déficit fonctionnel, c'est vraiment la fonction, et c'est la fonction au sens médical du terme, et pas l'incapacité qui, elle, a une dimension sociale. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on en parle. Enfin, on pourrait faire l'historique de la définition de l'incapacité, y compris en droit commun. Hein. L'IPP, à l'origine, ça incluait le préjudice économique, et on parlait bien d'incapacité parce que ça incluait le préjudice économique. Depuis qu'on est passé au DFP, on a bien fait la distinction préjudice économique et préjudice personnel. Donc voilà, c'était juste pour répondre à votre à votre analyse qui ne rejoint pas la mienne. Voilà, ce qui n'empêche pas que voilà. Donc Mais par contre, concernant les barèmes, enfin dans la mesure, alors ça c'est plus une ouverture et une question que je pose, mais dans la mesure où ces missions-là sont revenues au tribunal judiciaire via le pôle social, je vous avoue que je me suis déjà interrogé et je continue à m'interroger sur le fait d'utiliser 2 barèmes, donc je profite qu'il y ait des magistrats qui seront peut-être aptes à nous répondre, mais effectivement arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le même barème de droit commun dans la mesure où on est dans une procédure de ce type-là. Et j'en rebondis quand même sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet du retentissement psychique, à savoir que, alors, je crois que dans le barème de la sécurité sociale, il n'est pas très favorable au psychotrauma et à tous les troubles type somatoforme, alors qu'effectivement, dans le barème de droit commun, on a quand même cette notion de psychotraumatisme qui est vraiment reconnue, avérée, prise en compte. Elle est vraiment dans la définition du déficit fonctionnel permanent, et à tel point qu'on estime, on évalue également dans ce DFP les troubles somatoformes à hauteur d'un trouble somatique réel, alors que c'est une origine psychologique potentiellement réversible, mais sans certitude. Donc c'est des éléments qui peuvent donner lieu aussi à discussions parfois houleuses avec les différentes parties dans ces expertises. Et la question des souffrances permanentes. Vous y allez ou je commence? J'y vais. La question des souffrances permanentes, donc l'arrêt de... Comment les... Alors, c'est vrai que... Alors voilà, donc, la grande question, c'est l'aspect du DFP qui traite des souffrances permanentes. Est-ce qu'on majore le DFP? Est-ce que c'est inclus dedans? Est-ce qu'on le... Voilà. Alors, moi, j'ai une approche très pragmatique, sauf faire de ma part, mais là, c'est l'expert qui va me reprendre. À part les sciatalgies, et je crois qu'il y en a une autre, il n'y a pas de DFP qui tient compte, dans le barème de droit commun, des souffrances. Je crois qu'il n'y a que les sciatalgies, je crois qu'il y en a 2. Il y a 2 pathologies dans lesquelles on tient compte des souffrances permanentes. Sinon, il faut nécessairement le majorer, si elles existent. Alors, je suis tout à fait désolée pour les magistrats, peut-être pas au pôle social, mais en tout cas en matière civile, les magistrats qui majorent un taux de DFP au prétexte qu'il y a des souffrances permanentes, moi, j'en ai jamais vu. Le taux de DFP, alors certains confrères ont eu la joie, l'honneur et l'avantage d'avoir quelques décisions. Moi, j'en ai jamais vu, c'est pas faute de l'avoir réclamé. J'arrive éventuellement à avoir une somme plus importante sur le DFP, mais jamais une majoration du taux de DFP, ce qui pose une difficulté. Et puis se poser la question de l'intervention que vous avez faite tout à l'heure, qui était vraiment frappée au point du bon sens sur le préjudice d'anxiété, qui, à mon avis, rentre aussi dans les souffrances. Et alors, j'ai une approche très pratique, mais là, je pense je sais pas si Madame Porcher-Simon est pas là, mais non, elle est plus là. Au travail qu'on avait fait sur les attentats avec le livre blanc sur le préjudice d'angoisse, et où finalement on avait inclus ça. Alors c'est un peu différent, c'est un travail un peu différent, mais on avait fait un travail par composante, et en se disant que ce soit pris en charge ou que ce soit pas pris en charge, on peut toujours majorer une composante d'un poste de préjudice, même si la civile 2 psychorigide devant l'éternel, dès que ça dépasse d'un poste de préjudice, boum, il y a le couperet qui tombe. Donc on a un peu l'habitude, voilà. Et on s'était dit, mais finalement, la
astuce, c'est de faire des sous-composantes. On peut très bien dire qu'il y a une composante physiologique, enfin une composante physiologique et psychologique, faut pas l'oublier, mais on peut aussi peut-être ajouter des souffrances après. Et je pense que, en tout cas, dans l'articulation de mes écritures, je pense que, en tant que praticienne, c'est comme ça que je vais faire désormais. C'est-à-dire que se battre pour obtenir une majoration du DFP, les experts, manifestement, parfois on y parvient avec des experts, parfois on n'y parvient pas, c'est-à-dire qu'ils restent sur le barème, et puis ils disent vous plaiderez, et puis les magistrats ne nous écoutent pas. J'ai envie de dire, c'est peut-être comme ça qu'il faut le présenter, si on n'arrive pas à rentrer dans la pathologie des souffrances permanentes, et faire des composantes avec un déficit physiologique et psychologique, et puis rajouter des souffrances endurées, permanentes, et articuler comme ça les demandes pour essayer de les faire reconnaître. Parce que là, manifestement, alors je sais pas, entre le pôle social et le pôle civil, entre les juges civils, c'est toujours civil, pardon. Mais enfin, il y a quand même des composantes différentes. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais là, de ce que je vois de l'arrêt du 20 janvier, me fait penser à la difficulté qu'on a eue, qu'on a déjà, et je pense que c'est la seule façon pour moi que je vois de la résoudre. Mais bon, voilà, c'est... Alors moi, je fais partie des experts qui justement majorent le DFP avec les douleurs et les souffrances permanentes, parce qu'effectivement, quand on a un taux qui est uniquement fonctionnel et qui ne tient pas compte des souffrances associées, je pense qu'on peut se permettre de le majorer. Et de toute manière, alors pour le coup, nous, en droit commun, la définition du DFP doit tenir compte du retentissement psychologique, des souffrances, etc., de manière pérenne. Donc, d'office, on va automatiquement majorer, mais effectivement, il n'y a pas de barème qui encadre, donc on majore, mais on ne va pas majorer de 10% pour des souffrances. À tort ou à raison, je ne sais pas. D'où la nécessité de décrire précisément les composantes, parce que c'est vrai que parfois ça y est pas, et mieux c'est décrit, et plus on peut le qualifier. Enfin, moi, je pense que la grosse difficulté en droit, c'est pas la grosse difficulté, mais je pense que c'est la qualification qui doit faire partie des missions premières de tout juriste, et que c'est vrai que si on a des rapports d'expertise dans lesquels on n'a pas les composantes, après on est un peu coincé. Mais c'est vrai que la question des souffrances endurées permanentes, les souffrances permanentes doit nécessairement être articulée de façon claire, soit dedans, soit à côté, mais doit exister de toute façon, y compris d'ailleurs en incluant un préjudice d'anxiété qui, à mon avis, d'ailleurs, peut faire aussi l'objet de souffrances psychologiques. C'est-à-dire, l'avantage du taux de droit commun, c'est qu'on inclut aussi ces souffrances-là. L'anxiété je l'ai vu, là c'est un peu particulier, mais je l'ai vu par exemple avec les attentats, avec des souffrances qui sont très particulières. C'est vrai qu'il y a un préjudice d'angoisse qui existe, qui est qualifié pour la période temporaire, mais on se rend compte que l'augmentation du DFP fait aussi partie d'une appréhension de la survenue d'un certain nombre de faits terroristes, et que ça majore le DFP. Et donc, j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant sur le préjudice d'anxiété, je me suis dit on pourrait faire le parallèle et considérer que ce sont des blessures psychologiques. Mais sauf qu'il conviendrait de savoir dans quel cas on le met. Parce qu'on peut difficilement le mettre à la fois dans le DFP, à la fois dans les préjudices permanents exceptionnels et dans les souffrances endurées permanentes. Là, il va falloir qu'on choisisse une case. Oui, c'est ça. C'est toujours la qualité. Non, là-dessus, je suis d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça mérite d'être encadré, d'être réfléchi. Oui, c'est ça. Et alors, sur le préjudice permanent exceptionnel, là, s'il y en a... moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. La première chambre civile nous en a mis nous en met en matière d'information, en matière médicale. Mais la deuxième chambre civile, il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu un qui est passé cette année, je crois, mais c'est le seul, quoi. C'est quasiment. Donc, imaginez que ça puisse émerger. Ce serait super, mais personnellement, je crois pas que ce soit à l'ordre du jour dans les juridictions. Si tant est qu'il y a un demandeur qui en fasse la demande et qui l'obtienne. Il y a toujours des courageux qui partent à l'assaut de la jurisprudence et qui la font. Tant mieux pour eux. Mais à mon avis, je vois plus le DFP évoluer avec l'arrêt plutôt que le préjudice permanent exceptionnel. Moi, c'est mon avis. C'est plus facile à faire évoluer. Oui, c'est ça. Et puis la jurisprudence s'y prête davantage. C'est un peu ce que je pense. Sur les autres postes, le préjudice, j'y vais, assez rapidement. Préjudice esthétique, influence de la Dintillac, on voit arriver le préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent. Alors, oui, c'était assez drôle tout à l'heure, parce que toute la journée, j'ai entendu des travaillistes, entre guillemets, et moi, je trouve qu'à titre personnel, dans la jurisprudence de la deuxième chambre civile, ce que je vois de plus en plus, c'est la Dintillac qui fait...
irruption dans le droit social. Enfin, moi, ça me paraît évident quand je vois les arrêts de la deuxième chambre civile. Préjudice esthétique, on voit le préjudice temporaire arriver. Préjudice d'agrément, il y a un arrêt qui a été rendu en 2020 en matière de faute inexcusable avec, oui, la limitation et pas seulement l'impossibilité, c'est-à-dire exactement une jurisprudence comparable à celle qu'on a en droit commun. On a exactement les mêmes... Alors, pas les frais divers. Les frais divers, j'ai trouvé plein de jurisprudence, frais de transport, adieu. J'ai simplement trouvé les frais d'assistance par un médecin conseil, les beaux arrêts. C'est les seuls que j'ai trouvés, mais sinon les frais divers, j'en ai pas. Et puis, mais on est peut-être passé rapidement sur les postes de préjudice, sur la date de consolidation, on n'en a pas parlé. Donc peut-être faut parler de la date de consolidation. Et vous y allez ou j'y vais? Je voulais. Allez, la date de conso. Alors, la date de conso, nous, on est à ce jour limité par la date de conso qui a été fixée par la Sécurité sociale. Non? Ah bon, bah, ça dépend des missions. Je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai... Ah oui, vous faites. Oui, ça me paraît logique. Alors, c'est pas encore généralisé. Pour l'instant, moi, j'en ai aucune où on me demande la date de consolidation. Alors, ça a peut-être évolué, effectivement, mais j'en ai pas encore. Et effectivement, c'est vrai que ça fait partie des éléments qui sont un peu limitants quand on doit définir les soins qui ont été pris en charge et l'évolution de la pathologie, etc. Si on est limité par une date de conso qui est déjà fixée par l'expertise Sécu, derrière, on peut difficilement argumenter une évolution, un déficit et des difficultés médicales et fonctionnelles au-delà de cette date de conso à des taux similaires à ce qu'on mettrait en temporaire. Donc voilà. Mais si effectivement maintenant le magistrat a le choix de nous mettre la date de conso, et ben, il revient aux avocats de la demander au moment de la mission. Alors moi j'ai pas vu aucune mission encore, mais bon, j'ai pas vu beaucoup de nouvelles décisions. J'ai pas vu de nouvelles missions qui demandent de fixer la date de consolidation. En revanche, à titre personnel, je vais faire tout ce qu'il est possible de faire, notamment dans les gros dossiers, pour la reculer. Pour une raison toute bête, c'est que la tierce personne temporaire est indemnisée, la tierce personne permanente ne l'est pas. Donc, plus la date de consolidation est tardive et plus on va avoir une indemnisation d'une tierce personne. Et dans les dossiers avec des incapacités extrêmement lourdes, ça fait une différence de plusieurs milliers d'euros. Donc, moi, à titre personnel et dans l'intérêt de mon client, parce que on pourrait en parler, du refus de l'indemnisation de la tierce personne permanente, mais c'est vraiment une vraie difficulté. Je considère que on a intérêt à ce qu'elle soit le plus tard possible. Alors bon, on peut pas non plus tendre les faits aux constatations médico-légales qui sont faites par les experts judiciaires. Donc bon, mais c'est vrai que dans l'intérêt de la victime, il est urgent qu'on puisse la discuter et que celle qui est arrêtée par la caisse et qui est souvent lapidaire, c'est en plus on sait pas, parfois on sait même pas sur quoi il s'appuie. Oui, je considère qu'on a tout à fait intérêt à s'y attaquer. Mais j'ai pas vu passer de décision encore. Alors je sais pas si on a eu quelque part, mais je sais pas si dans certaines cours il y a déjà eu des dates de consolidation qui sont différentes de celles retenues ab initio. Mais moi j'en ai pas encore vu, mais j'ai très hâte en revanche. Donc voilà, ça fait grande partie des difficultés. Alors, oui, non, moi j'avais juste un petit point à dire, j'ai plein de trucs à dire, faut pas m'en vouloir, mais sur la perte de promotion professionnelle. Alors moi, il y a quelque chose qui vraiment m'étonne, c'est qu'on en fasse une appréciation médico-légale, sachant que la jurisprudence de la deuxième chambre civile, depuis 2010, c'est il faut que la victime rapporte la preuve que l'événement promotionnel soit certain et non hypothétique ou virtuel. Or, l'expert, en tant que médecin, il ne va pas demander une preuve, il n'est pas là pour ça, il est uniquement sur une appréciation médico-légale. Et donc, je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi toutes les missions confient à l'expert la charge de déterminer s'il y a une incidence professionnelle, parfois avec une mention à la perte de promotion professionnelle, parfois pas, ce qui fait naître des espoirs d'indemnisation, assez logique, puisqu'on demande à l'expert de se prononcer, et que derrière, c'est, excusez-moi, mais c'est vraiment la raclée, puisque si on n'a pas la preuve, et alors j'ai vu les arrêts de la deuxième chambre civile, la jurisprudence, c'est presque drôle, hein. L'âge, j'en ai trouvé un âge, il est trop vieux, un âge, il est trop jeune,
Donc l'examen du cursus scolaire, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez performant, enfin bon bref. Donc ça fait partie de mes interrogations, pourquoi on pose cette question-là à l'expert, alors que ce n'est manifestement pas un élément d'appréciation médico-légale. Enfin, je considère, voilà, ça fait partie des éléments qui m'interrogent. Donc voilà, je me suis aussi posé la question du préjudice universitaire et de formation, qui, pourquoi pas après tout, enfin je vois pas trop pourquoi on le rentrerait, mais voilà, je m'interroge sur les derniers arrêts de la deuxième chambre civile, ce qu'il était possible de demander ou pas demander. Mais l'incidence professionnelle, c'est vrai que ça pose une difficulté, ça fait naître beaucoup d'espoir et une indemnisation qui est quasiment égale à 0 en permanence. Donc voilà, dans l'émission, c'est une des questions que je me posais. Non, c'est pas la même chose, justement. Mais justement, l'émission pose la question de l'incidence professionnelle la plupart du temps. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout la même chose. Alors que l'on indemnise que la perte de promotion professionnelle si la chance est certaine. Non, c'est pour ça que je considère que c'est pas du tout un élément médico-légal pertinent à soumettre dans l'émission. Alors qu'elles y sont toutes. Hein. Toutes les missions que j'ai regardées, on y a droit. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça pose une difficulté. Autant mettre une mission d'un TIAC d'office, alors. Bah, si on réparait tout comme la d'un TIAC... Alors, si je puis me permettre, parce que tout à l'heure on a parlé de l'arrêt de la CEDH, moi j'ai fait un recours, je vais juste conclure là-dessus, j'ai fait un recours devant la CEDH. C'était une victime qui était paraplégique et son employeur a été condamné pénalement. Donc, il y avait une saisine de la CEDH et alors c'est vrai que c'est un peu différent que l'arrêt qui a été rendu précédemment, mais c'est vrai que moi je suis toujours étonnée par cet arrêt qu'on nous a opposé, donc qui est Sommier contre France, dans lequel on nous disait que c'était la réparation était automatique et basée sur la solidarité, alors que bon, moi mon dossier n'a pas passé la recevabilité puisqu'il y a eu cette jurisprudence qui est tombée juste avant moi, alors que moi la question c'était qu'on me prive, c'était pas qu'on m'indemnise sur l'accident du travail, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'on me prive d'un recours contre quelqu'un qui est pénalement responsable. Donc, c'était plus le manque à gagner que le fait de considérer que on pouvait avoir une discrimination. Alors, si c'était basé sur l'automaticité et la solidarité, moi, sincèrement, je ne me plaignais pas de ça. Ce que je me plaignais, c'est qu'on me prive d'une indemnisation alors que j'avais une condamnation pénale. Donc voilà, donc je regrette malheureusement et j'espère que les juridictions nationales vont à l'avenir faire preuve, mais on est rassuré depuis l'arrêt du 20 janvier, d'un peu plus de réalisme vis-à-vis des séquelles qui sont subies par les victimes, parce qu'on a vraiment, enfin l'absence de tierce personne permanente typiquement, c'est absolument terrible pour les victimes, et donc voilà. Voilà, c'est un regret, je termine par un regret. Donc voilà.